Donc aujourd'hui, il y aura 7 présentations. Je voudrais à nouveau remercier toute l'équipe à l'ENS qui a organisé ça, et notamment Mathieu Andreu, qui est vraiment celui qui a mis en place l'essentiel des choses cette année, ainsi que, bien sûr, Fondation des Maths et la chaire CFM. Et donc, on va commencer avec Hawkin et ce très beau challenge. Bonjour à tous, donc, je me présente, je m'appelle Gilles Vinrib, je suis anciennement enseignant-chercheur au département d'informatique dans l'équipe de Stéphane Mallat, et donc depuis l'année dernière j'ai créé une start-up qui s'appelle Hawkin avec mon associé qui est Thomas Clausel, qui est cancérologue, et donc on vous propose cette année un challenge sur l'application du machine learning à la médecine, et en particulier à la génétique. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup d'intérêt à mieux comprendre le génome pour la médecine et pour la science en général, et en particulier, une des questions fondamentales qui occupe l'esprit de l'ensemble des biologistes et des généticiens, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre la relation entre le génome d'un côté, ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire ce qui compose notre ADN, et le phénotype de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui est visible au niveau de notre organisme. Ça peut être associer la couleur des yeux avec certains gènes, ça peut être essayer de trouver des facteurs génétiques qui expliquent la taille, et bien entendu, il y a un énorme intérêt pour la médecine de comprendre les gènes qui sont responsables de l'apparition de maladies. Bien sûr, toutes les maladies ne sont pas uniquement causées par des problèmes au niveau génétique. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent intervenir, comme l'environnement ou le hasard. Parmi les maladies génétiques, en fait, on distingue essentiellement 2 grandes catégories. On va avoir ce qu'on appelle les maladies mendéliennes, donc par exemple l'hémophilie. Ce sont des maladies où en fait il y a un seul gène qui, s'il est muté, induit la maladie. Donc on a une relation très directe entre une mutation sur un gène et l'apparition d'une maladie. En général, le gène muté, lorsqu'il est traduit en protéine, ça crée une protéine qui n'est pas fonctionnelle et donc qui ne remplit pas son rôle, et ça peut créer une maladie. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les maladies génétiques complexes, comme la maladie d'Alzheimer ou les cancers. Et là, il y a potentiellement plein de gènes qui sont impliqués, potentiellement plusieurs centaines ou plusieurs milliers, avec chacun qui contribue avec des risques, des augmentations de risque d'avoir la maladie qui sont assez faibles. Il y a évidemment, au-delà des aspects génétiques, dans ces maladies génétiques complexes, un fort impact de l'environnement. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce challenge, c'est de comprendre justement cette interaction entre les différents gènes et comment cette interaction va induire une maladie. Et disons que là-dedans, on peut distinguer 2 approches. Une approche qui est linéaire, qui va dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'interaction et que ça va être juste des facteurs de risque qui sont purement multiplicatifs, donc indépendants. C'est-à-dire si vous avez le gène A muté, ça augmente de, par exemple, x2 la probabilité d'être malade. Le gène B muté, ça augmente de x3. Si vous avez A et B, vous avez une augmentation qui est multipliée. Cette hypothèse-là, elle est probablement fausse, sauf que c'est très difficile d'évaluer ça de manière précise, parce qu'on ne peut pas très bien savoir quelles sont toutes les interactions possibles. Au niveau des tests statistiques, ça demanderait de faire finalement des tests multiples sur une combinatoire quasiment infinie de combinaisons. Donc les gens s'intéressent à quel point le machine learning, dans la modélisation notamment non linéaire des prédictions, peut capturer ces interactions. Donc le challenge qu'on vous propose, c'est très simple. On vous propose des données, vraiment des données génétiques sur une population, et vous allez avoir dedans des individus qui sont malades et des individus qui sont pas malades. D'accord ?
Donc je reviens juste après sur les données. Je vais juste vous expliquer pourquoi c'est important. C'est important pour la prévention des maladies. C'est important pour découvrir des nouveaux mécanismes, parce qu'en fait, si on découvre des nouveaux gènes impliqués ou des nouvelles interactions de gènes qui sont responsables de la maladie, ça donne des pistes pour de nouvelles cibles thérapeutiques. Et ça améliore notre compréhension fondamentale du phénomène de l'héritabilité. Donc, le dataset, il est constitué de la façon suivante. On a rassemblé ça sous la forme d'un problème de classification binaire. La variable Y à prédire peut prendre deux valeurs, 0 pour les contrôles, donc les gens qui ne sont pas malades, et 1 pour les gens qui sont malades. La métrique ou le risque qui est utilisé dans ce challenge, c'est l'air sous la courbe ROC, qui offre une manière synthétique de résumer les faux positifs et les faux négatifs. Ici, juste une petite remarque, on ne vous précise pas le nom de la maladie pour des raisons de confidentialité. En fait, c'est des données sur lesquelles il y a des contraintes sur lesquelles on ne peut pas tout révéler. Donc, vous allez avoir accès à des données sans forcément tout savoir. Mais à l'issue du challenge, pour ceux qui auront contribué de manière significative, on sera tout à fait ouvert à débriefer avec vous sur le contenu réel de ces données. Donc, la partie X du dataset, c'est-à-dire avec quoi on veut faire la prédiction. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle des single nucleotide polymorphism. C'est des mesures ponctuelles de nucléotides du génome, donc les lettres ATCG, qui sont dispatchées à plein d'endroits dans le génome. Il y a environ 300 000 paires de bases qui ont été mesurées sur une population d'environ 50 000 personnes. Donc il faut voir que ça a été un effort international d'un grand consortium sur plus de 20 centres pour réunir ces datas. Et ça représente, si vous voulez, presque, disons, de l'ordre de 1 000 € par individu pour récolter ces données. Donc c'est un jeu de données qui a demandé des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros pour obtenir la matrice que vous allez avoir dans le challenge. Voilà. Donc en gros, on a fait un pré-codage. Les ATCG ont été codés en 0 et 1. 0, en fait, ça va être l'allèle la plus fréquente dans la population, et 1, ça va être l'allèle variante, c'est-à-dire l'allèle rare qui représente les variations dans une population. Donc tout ça, c'est expliqué sur le descriptif du challenge. Et on a du coup découpé en ensemble de trains et de tests, avec 26 000 individus dans le train et 13 000 dans le test. Et on a filtré pour laisser uniquement 18 000 polymorphismes simples, au lieu de garder les 150 000 pour avoir un dataset qui est plus approprié pour un challenge. Juste rapidement, donc, les approches existantes. On va avoir tout ce qui est méthode univariée, qui est utilisée en biostatistique, qui permet de découvrir des associations entre un gène unique et une maladie. Après, il y a des gens qui ont travaillé sur des modèles multivariés, en particulier linéaires, de type régression logistique. Et là, on a des scores sur ce dataset-là avec ces méthodes qui tournent autour d'un AUC de 0,85. Et en fait, tout le challenge, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on dépasse ce type d'approche, et en particulier en allant vers des modèles non linéaires qui capturent du coup des interactions entre les variables. Et le gap que vous allez trouver entre la meilleure modèle linéaire ici présentée et les meilleures approches non linéaires reflète ce qu'on peut gagner grâce à la prise en compte des interactions, c'est-à-dire ce qu'on appelle le phénomène d'épistasie. Voilà, juste pour terminer, pourquoi est-ce que je pense que ce challenge il est aussi intéressant bien au-delà de ça, c'est que derrière, il y a la question de est-ce qu'on peut apporter des techniques qui empruntent des idées de l'apprentissage profond. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est à créer un lien donc, entre le génotype tout en bas et le phénotype tout en haut, en sachant que le vivant est organisé de manière multi-échelle, avec plein de niveaux d'organisation intermédiaire. Donc là, j'ai juste mis biochimie, biologie des systèmes, mais bon, on pourrait parler des tissus, des organes, etc. Et ça, on peut faire une analogie donc, avec la manière dont fonctionnent les réseaux profonds sur l'analyse d'autres types de données comme les images. Et derrière, il y a cette question aujourd'hui qui est que personne ne sait comment faire pour extraire cette hiérarchie de représentation dans la relation génotype-phénotype.
Donc ça, c'est un challenge je pense très profond et qui va animer encore beaucoup de chercheurs pour de nombreuses années. Voilà.